Bonjour, je suis Benoît Hamon, nous sommes au 11e étage de la Tour Montparnasse et où se situent les locaux de Génération. Alors on l'a appris ce matin, les forces de l'ordre ont commencé l'évacuation de la ZAD Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qu'il fallait faire, Benoît Hamon? Moi je ne comprends pas bien pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution par le dialogue. J'ai l'impression que c'est Gérard Collomb la revanche. Il n'a pas obtenu l'épreuve de force qu'il souhaitait, là aujourd'hui il l'a, et ainsi le gouvernement peut laisser cours à son envie de durcir le ton et d'apparaître ferme. On a sur place des gens qui occupaient pacifiquement une zone, des paysans. Il me semble qu'il aurait été préférable qu'on choisisse le dialogue. Je ne vois pas bien le bénéfice qu'il y a aujourd'hui à choisir la répression. Un premier discours sans saveur, dit le magazine Challenge, de la prestation du nouveau patron socialiste. Que peut Olivier Faure, selon vous, aujourd'hui? Écoutez, d'abord, moi, je ne jugerai pas Olivier Faure en lisant Challenge. Je lui ferai grâce de cela. Moi, je pense que le Parti socialiste, il est confronté à un vrai problème d'identité. C'est qu'une partie du Parti socialiste a du mal à s'opposer à Emmanuel Macron parce qu'ils pensent qu'ils auraient fait la même chose. Et tant que subsistera ce doute, est-ce que le Parti socialiste n'aurait pas fait la même réforme de la SNCF? Est-ce qu'il n'aurait pas fait les mêmes choix en matière de marché du travail? Eh bien, sans base sociale, il n'y a pas de base électorale. Ça reste un allié pour vous, quand même, le Parti socialiste? Ça dépend de la capacité qu'il a à sortir du déni par rapport au quinquennat. S'il regarde le quinquennat dans les yeux, on pourra discuter. Mais aujourd'hui, il me semble que le congrès du Parti socialiste est passé à côté de cet examen de conscience-là. On ne peut pas tout renvoyer à d'autres. Chacun essaie de réfléchir à sa propre responsabilité dans cet échec. Et moi, j'y ai réfléchi en faisant le choix, justement, de sortir d'une famille, la famille social-démocrate, dont il m'apparaît aujourd'hui qu'elle est en fin de cycle parce qu'elle n'arrive plus à honorer ni sa promesse démocratique, ni sa promesse sociale. Plusieurs cadres du Parti socialiste refusent d'entraîner le Parti socialiste à la fête à Emmanuel Macron le 5 mai prochain, lancé l'initiative de François Ruffin. Vous y serez? Oui, on y sera. Il faut quand même qu'on se débrouille pour qu'elle réussisse, cette fête. Et ça suppose une mobilisation très large. Ça suppose que la gauche syndicale, associative, politique, qui soit associée du début jusqu'à la fin. Ça suppose de l'organisation de la méthode. Je me souviens que la dernière grande date ainsi organisée par le mouvement social lui-même, en tout cas la société civile elle-même, c'était la loi Fallou. Je pense qu'il faudra prendre cette mobilisation comme exemple et éviter toute forme de mot d'ordre politique qui domine un mot d'ordre syndical. Je pense qu'il y a à respecter les rythmes de la mobilisation syndicale. Rater le 5 mai, ce serait accélérer la fin d'une mobilisation sociale. Si les syndicats n'avaient pas obtenu ce qu'ils veulent, ce serait évidemment dramatique. C'est pour ça que, oui, banco, si on s'y met sérieusement tous ensemble. Alors le mouvement de grève a été quasiment aussi suivi ce week-end qu'en début de semaine dernière. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux cheminots? Continuez? Oui, mais bon, à ma place, c'est un peu facile de dire ça. La réalité, c'est que ce sont eux qui perdent des jours de paye. Moi, je pense que se joue quelque chose qui va bien au-delà de la question du chemin de fer. Se joue l'égalité des Français devant le service public. Très concrètement, il y a quelque chose de doublement scandaleux dans ce que fait le gouvernement aujourd'hui. D'une part, il va fermer des gares, on le sait maintenant, puisqu'il y a un plan de la direction de la SNCF. Il va fermer des gares et des lignes de train là où il y avait déjà plus beaucoup d'emplois, plus beaucoup d'activités économiques, là où les médecins commençaient à quitter ces territoires, où la clinique ou l'hôpital était déjà un vieux souvenir et où les écoles sont menacées. Bref, dans des territoires déjà durement touchés par à la fois la crise économique, mais aussi le recul de la puissance publique. Mais il le fait, le gouvernement, en mettant en cause les cheminots, en expliquant qu'on fermera les gares demain à cause du statut des cheminots qui coûterait trop cher. Et c'est sur le plan de la méthode parfaitement scandaleux. Il y a un refus du dialogue. On ne peut pas être un gouvernement qui prétend à la démocratie sociale et discute avec personne, ou en tout cas n'avancer sur rien. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que cette mobilisation, en tout cas, durera pour que le gouvernement recule. Durera, et elle doit aussi s'intensifier de par ses modalités d'action. C'est-à-dire que certains syndicats parlent de grève illimitée, reconductible, grève générale illimitée, reconductible. Écoutez, les modalités d'action, les syndicats en décideront, mais ce qui... Mais vous, qui quand même êtes un politique, ça fait plus de 20 ans que les luttes sociales échouent.
Qu'est-ce qui manque justement pour qu'un mouvement social comme celui-là, comme vous venez de le dire, il y a d'autres enjeux qui sont au cœur de cette bataille? Je pense la conscience par les Français, ça c'est le travail qui est le nôtre, c'est que chacun prenne conscience que ce qui se joue à la SNCF nous concerne tous dans l'accès au service public. Il y avait quelque chose de particulièrement frappant dans le petit dialogue entre l'infirmière et Emmanuel Macron. Il a fait sa campagne sur le travail. Il faut s'en souvenir. Le travail, c'est essentiel, etc. Je vais vous faire travailler tous. Qu'est-ce qu'elle demande, l'infirmière? Pas une augmentation de salaire. Elle demande de pouvoir faire correctement son travail. Elle dit, aujourd'hui, dans mon service, nous ne traitons pas correctement les patients qui y viennent parce que nous ne pouvons pas faire correctement notre travail. Que demandent les étudiants? D'étudier correctement. C'est toujours la même chose. C'est que les gens veulent faire correctement leurs études ou leur travail. Et que répond-il? Non, vous n'avez pas bien compris, vous dites des bêtises, c'est pas vrai, c'est pas ça. En clair, il y a là clairement le vrai gap entre une pensée abstraite, théorique et très technocratique et la réalité des conditions d'existence de tous. Si chacun prend conscience que dans la réforme de la SNCF, ce sont les conditions de vie à l'hôpital, dans les universités, dans les écoles, plus largement dans la société qui se joue, cette mobilisation peut prendre une ampleur qui va bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je l'espère. Vendredi, nous recevions la secrétaire générale de la CGT Cadre, Sophie Binet. Elle vous a posé une question. Elle vous demande, au-delà de la contestation et des propositions des syndicats, quelle est l'alternative politique sur le ferroviaire? Qu'est-ce que vous proposez, Benoît Hamon? Moi, je pense que l'État doit reprendre la dette, mais sans pour autant marchander la reprise de la dette, parce qu'il n'y a que l'État qui peut la reprendre, la dette. Elle est liée aux politiques d'investissement qu'il a choisies. Mais le chantage, c'est « je reprends la dette à condition qu'on remette en cause le statut des cheminots ». Il y a quelque chose d'assez incroyable à ce qu'aujourd'hui un statut qui a été largement altéré par le temps, notamment dans la retraite. Il faut se rappeler qu'un cheminot cotise 41 annuités et demie, voire 42 demain, aligné sur le régime général. Ce qui le met dans la situation de, s'il veut jouir de son droit à partir à la retraite à 53 ans, il part avec une retraite qui est une retraite indécente. Donc il ne part pas. Donc moi je pense aujourd'hui qu'on doit avoir une vraie politique d'aménagement du territoire. La politique de la transition écologique, Nicolas Hulot, qui est le ministre de tutelle de Mme Borne, elle doit parier sur le rail, donc l'investissement sur le rail. Et si demain, on a, et ça ne peut se décider qu'au niveau européen et national, une vraie politique de financement de la transition écologique, elle passera par la reprise de la dette par l'État de la SNCF, mais aussi par la poursuite des investissements dans le domaine du fer. Alors dans la lutte, on l'a vu, il y a visiblement un fer, je parle du rail. Oui, bien sûr. Dans la lutte, il y a visiblement un front commun qui s'organise. On vous a vu la semaine dernière aux côtés de Pierre Laurent, Olivier Besancenot, Éric Coquerel, un rassemblement très viril par ailleurs. L'union à gauche, c'est juste dans les luttes, Benoît Hamon? Pour l'instant, mais bon, pour l'instant, oui. En même temps, c'est peut-être loin de chez nous, mais en Espagne et au Portugal, un candidat aux élections législatives soutenu par la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération et le Parti communiste, qui fait 32%, plus 15, voire même 17 points par rapport aux dernières législatives. Donc ça montre que l'unité, ça marche. Donc il n'y a pas que de l'unité dans les luttes, mais et encore, elle n'est pas forcément facile à construire. Mais moi, il me semble que c'est bien que petit à petit, en tout cas, on se retrouve sur l'essentiel. On sait qu'on n'a pas les mêmes solutions sur tout, mais le fait d'aller dans des petites gares, là où on ne voit jamais un dirigeant de gauche, que là où on nous voit, c'est à Paris, dans des manifs, avec des chasubes de la CGT, des fumigènes derrière, des choses qu'on voit tout le temps. Mais voilà, qu'il y ait cet effort d'aller à Ouincourt, Abbeville, au Tréport, demain à Saintes ou à Guéret. Il y aura d'autres dates comme celle-là, on ne sera peut-être pas à 4 ou 5. J'espère que ce sera moins viril, comme vous le dites. Mais voilà, je pense que c'est important aussi qu'on retrouve la gauche là où les gens réclament le service public de tout leur cœur et de tout leur corps. Et la gauche, justement, les gens, ils la réclament aussi à l'Europe, l'Union pour les listes aux européennes. Ce sera compliqué. J'espère qu'on y arrivera, en tout cas au sein du Parlement européen, mais partir sous les mêmes bannières quand on a des désaccords stratégiques lourds, c'est plus compliqué. C'est le cas avec la France Insoumise, il y aura pas d'accord. C'est le cas aujourd'hui avec la France Insoumise, indiscutablement. En fait, il y a le même point de départ. On est d'accord pour dire que ça ne marche pas, on est d'accord pour dire qu'il faut changer les traités. Mais moi, je pense que la temporalité de changement des traités, elle suppose de dire entre le moment où on change les traités et maintenant ce qu'on fera. Et pour ça, il vaut mieux avoir une gauche très présente et très forte au niveau européen et des solutions dans le cadre des traités existants. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les changer, les traités. Mais je pense aujourd'hui que tout miser sur le changement des traités, c'est s'ouvrir à l'hypothèse que parce qu'on ne change rien dans les traités, on sorte de l'Europe. Et c'est ce dilemme-là qui me semble être beaucoup plus dangereux. Deux visions de l'Europe vont s'opposer
Espérons qu'elle le fasse intelligemment. Si on laisse tous les sectaires parler, on continuera à avoir des prises de bec ridicules, notamment sur les réseaux sociaux. Mais moi, je pense que si on a le même objectif, si l'objectif c'est toujours d'avoir une Europe, mais une Europe synonyme de progrès, là, il n'y a pas de difficulté. Si par contre, à gauche, il y avait la volonté de renoncer à l'Europe parce qu'elle est libérale, et de renoncer donc au projet européen, de dire on n'en veut plus. C'est à l'intérieur de la nation que l'on reconstruit une perspective progressiste. En clair, la nation redeviendrait révolutionnaire en quelque sorte, ce qu'elle a été. Là, on va avoir plus qu'un désaccord stratégique. Antoine Poulain sur Twitter vous demande pourquoi vouloir construire avec Yanis Varoufakis un parti européen concurrent du Parti vert européen et présenter un candidat différent aux élections européennes. Mais parce que c'est pas simple. Chez les Verts européens, il y en a qui gouvernent avec la droite, qui sont plutôt favorables à un accord avec la droite, et d'autres qui sont plutôt favorables avec un accord avec la gauche. Donc on a évidemment rencontré Lamberts, on a des contacts extrêmement étroits avec les écologistes, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Moi, mon objectif, je ne vais pas vous le cacher, c'est que nous soyons dans le même groupe. Si nous pouvions faire liste commune, ce serait formidable. Ce serait formidable. Mais le moment où ça se passe rend ces choses-là, à cette étape, encore hypothétiques. Mais ça en tout cas, ça rejoint mon propre désir, cette question-là. À Paris, pour certains élus de gauche, la maire de Paris se rapprocherait dangereusement de la majorité présidentielle, celle d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous dites à Anne Hidalgo ? Écoutez, si je sais lire le petit Castaner, c'est clair que La République En Marche veut la peau d'Anne Hidalgo. Moi, j'en ai jamais douté depuis le début. Et je pense que le président de la République aura une stratégie aux élections municipales qui consistera à s'opposer radicalement à certains sortants socialistes et à en choisir d'autres ailleurs. Vous verrez, comme aux élections législatives, d'heureux élus qui bénéficieront du soutien de La République En Marche ici et d'autres qui seront combattus ailleurs. Bon, l'idéal, c'est d'avoir les idées claires et de savoir où on va. Moi, je considère qu'il y a il y a un projet de gauche à construire à Paris, dans le sillage de choix politiques qui ont été faits durant ce mandat et le précédent, notamment sur la question écologique et la question sociale. Maintenant, mais si Anne Hidalgo a décidé de construire un projet politique avec des élus qui sont aujourd'hui, d'ailleurs dans sa majorité, des élus En Marche, c'est possible ? Je ne l'imagine pas candidate En Marche. Voilà. Je ne crois pas que ça corresponde ni beaucoup à sa vision de Paris, ni à son tempérament. J'ai une dernière question, Benoît Hamon. La semaine dernière, la majorité a rejeté un amendement au projet de loi Asile et Immigration qui visait l'interdiction des mineurs en rétention. Comment vous qualifiez ce projet de loi ? En 3 syllabes, lamentable. Pour aussi bien ce refus, ce qui est quand même incroyable, donc des mineurs en rétention, on est pour, on accepte d'avoir les lois les plus répressives à l'égard des étrangers depuis 1945. Le ministère de l'Intérieur couvre des fonctionnaires qui n'appliquent pas la loi aujourd'hui. On sait parfaitement aujourd'hui qu'un certain nombre de fonctionnaires ou d'agents qui ont des délégations de services publics détournent des demandeurs d'asile des procédures qui leur permettraient de jouir de leurs droits. Ça, c'est la France telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Je trouve ça tragique, pas simplement par rapport à notre histoire, mais par rapport à notre futur. Je pense que notre futur sera tragique si nous n'avons pas une politique de l'accueil. Nous devons avoir une politique de l'accueil, d'abord parce que les phénomènes migratoires que nous connaissons aujourd'hui sont très en deçà de ceux que nous allons connaître demain, et que ce sera une chance pour nous si, dès le premier accueil, nous donnons les moyens à ceux qui nous rejoignent pour des raisons économiques, climatiques ou parce qu'ils ont peur pour leur propre vie, si on leur donne les moyens de pouvoir se faire une place chez nous. Or ça a disparu depuis très longtemps du langage de la droite, républicaine ou non républicaine, et ça a disparu aussi du langage d'une partie de la gauche républicaine, et c'est dramatique, parce qu'il y a une forme de ciment social qui s'est construit en France et de ciment politique entre une partie de la gauche et toute la droite sur le refus des étrangers. Et quand on met le doigt dans l'engrenage, on sait où ça finit. Regardez la Hongrie, Orban l'emporte avec plus de 50% des voix. Quel est le deuxième parti ? L'extrême droite. Vous avez dit, mais c'était lui l'extrême droite ? Ah non, il y a pire. Ça fait 70%. Et quand on regarde la dégradation de la démocratie en Europe, observez-la, vous avez une sorte de repli des États autour de pouvoirs de plus en plus personnels et autoritaires. La Pologne, la Hongrie, d'autres pays.
mais aussi une dégradation de la démocratie au niveau de l'Union européenne elle-même. Et cette faible qualité de la vie démocratique, ou cette pauvreté de la démocratie, elle est très inquiétante. Et je pense que ces questions de politique migratoire ou d'accueil des immigrés, c'est le point de départ à partir duquel on reconstruit aussi une espérance pour l'Europe et pour notre pays. Merci beaucoup Benoît Hamon. Demain, je recevrai Clémentine Autain. Elle publie ces jours-ci un ouvrage sur mai 68. On reviendra également sur l'actualité politique et sociale. Vous avez une question pour elle ? Oui, puisqu'elle publie un livre sur mai 68 et qu'on va commémorer l'ensemble des conquêtes depuis 68. Quelle serait, selon toi, la grande conquête devant nous qui justifierait un mai 2018 ? Eh bien, je transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci à vous.